Bonjour, merci beaucoup. Je pense qu'on avait envie qu'il continue la conférence, parce qu'il y a un bon esprit de synthèse. Alors, je ne vais pas vous montrer tout ce dont il a parlé, évidemment, mais... Donc, on a fait peut-être un choix ensemble en se disant que j'allais vous présenter l'Agence internationale et puis une étude qu'on a fait en Antarctique, voilà, qui a un lien, évidemment, avec ce projet de l'Agence internationale. Donc, j'aime bien commencer... Bon, je ne redis pas qui je suis, du coup, hein, tu as tout expliqué, ça, je pense que je vais l'enlever, hein. Oui, non, je suis architecte, j'ai une production d'architecte qui était plutôt des espaces publics, des choses comme ça. Je suis la génération Mitterrand, enfin, donc j'étais jeune architecte sous Mitterrand, donc il y avait des concours publics où ils imposaient qu'il y ait des jeunes, etc. Donc j'ai vraiment bénéficié de ça à l'époque, à 25 ans en sortant de l'école, et j'ai pu faire pas mal de projets publics. Et puis ensuite, j'ai fait aussi de l'habitat, voilà. Mais ça ne va pas être le sujet, donc vous l'avez compris, d'aujourd'hui. Et puis il y a eu un moment aussi où je suis partie sur plutôt des projets d'exposition et de travail artistique. Donc c'est l'Agence internationale que j'avais envie de développer en parallèle de mon travail d'architecte. Donc j'aime bien commencer par cette photographie, voilà, qui se trouve, qui est une photo que j'avais faite en Antarctique. Donc c'était un programme. Donc j'ai commencé vers les années 2000 à répondre à des appels d'offres plutôt d'artistes parce qu'il n'y avait pas de résidence d'architecte à l'époque. Et je suis allée donc 2 fois en Antarctique en tant qu'artiste. Voilà, donc ça a commencé comme ça avant de faire 10 ans après une étude en tant qu'architecte, notamment dans le cadre de la Villa Médicis hors les murs. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Et effectivement, tu as raison, c'était 2008. Ouais, donc tu avais raison. Ouais, t'avais raison. Voilà. Et là, donc, j'ai eu l'occasion de pouvoir faire tout le parcours, c'est-à-dire partir de Paris, aller jusqu'en Australie, prendre le bateau donc, qui va de Tasmanie jusqu'à Dumont-Durville, prendre le raid qui remonte, mais je vais vous montrer des cartes, hein, qui remonte jusqu'à Concordia et faire finalement toute la logistique française antarctique sur à peu près 2 mois et demi. Et j'ai trouvé, donc, en arrivant dans cette station Concordia, ce bâtiment, qui est finalement un container qu'on oublie, et qui a complètement été customisé par les scientifiques qui ne retrouvaient pas tout ce dont ils avaient besoin. Donc ils ont fouillé dans la station pour dire qu'il y a quand même une décharge aussi et des produits qu'on peut réemployer, même au centre de... Enfin, c'est pas tout à fait au centre, mais en tout cas en Antarctique. Donc je vais passer assez vite pour amener l'Agence internationale. Donc ça a valu des expositions donc j'ai pu faire, qui sont des installations à la fois multimédia, donc c'est photos, c'est films, c'est des plans que j'ai récupérés et aussi un site internet qui était à l'époque, donc c'était en 2009, des envois que je faisais régulièrement au fur et à mesure de mon déplacement et qui posaient des questions d'aménagement du territoire. Donc ça reste quand même un regard d'architecte, j'ai une formation d'architecte, mais j'ai un mode d'expression, on va dire, lié plutôt à l'installation, au travail des artistes. Ça, c'est la Maison européenne de la photo. Bon, c'est un petit peu toutes des vieilles photos quand même, hein, donc vous excuserez la qualité des pixels, c'était pas encore ça. Enfin, il n'y avait pas le 4K en tout cas. Donc ça, c'était une autre installation à la Maison européenne de la photographie. On retrouve cette photo quand même emblématique, et puis des consultations possibles, des projections. Mais je ne vais pas... voilà. Et celle-ci aussi que je trouvais assez intéressante, qui était un film projeté sur ces sortes de Tupperware qui présente une sorte de ville complètement étanche, hein, qui était vraiment l'impression que j'avais eue en étant là-bas. C'est ce choc entre intérieur et extérieur qui est d'une brutalité dingue. On l'imagine, mais quand on le vit et quand on revient ici et que tout est fluide, qu'on rentre, qu'on sort, bon, voilà, pour un architecte, c'est assez intéressant. Donc, je vous montre quelques extraits de ce site internet qui n'existe pas puisque OVH a brûlé, le OVH où étaient stockées toutes ces données. Donc ce site a disparu de la circulation. Donc c'est pour ça que je trouvais très bien de vous montrer un petit peu l'ambiance avec ce raid dans un tracteur où on va monter du fuel dans une station, hein, pour alimenter la station. Donc c'est à peu près un tiers de fuel pour monter, un tiers pour descendre et un autre tiers juste pour la station. Bon, vous voyez un petit peu dans quoi et dans quel contexte, en tant qu'architecte, après, quand je vais faire les études, on va se trouver avec le fuel qui est vraiment au centre. Voilà, là, je vous montre encore les caisses bois, vous allez voir un peu pourquoi je vous montre ça. Les photos aussi, un peu héroïques, hein, avec ce côté... Alors, en tant que femme, c'est très intéressant d'y aller parce que on n'est pas obligé, quand on revient, de jouer à l'héroïne, alors que les hommes, c'est plus compliqué.
Mais en tant que femme, on peut parler des problèmes, on peut parler de plein de choses. Voilà, on n'a pas ce poids-là. Et donc, c'est un peu la photo comme ça, héroïque. Donc, je suis dedans, évidemment, tout le monde se ressemble. Voilà, on est tous habillés pareil. On était 2 femmes, c'était intéressant, la médecin et l'architecte. Voilà, avec ensuite les mécaniciens. Sans eux, on n'aurait rien pu faire. Ça devient aussi des livres. Je montre un peu tous les médiums des livres qui avaient été édités par la Maison européenne de la photographie. Qui est le site internet qui se transforme aussi en bouquin. Alors, je ne vous ai pas dit 32 KO, c'est quoi 32 KO à l'époque? Excuse-moi? C'est rien. Ouais. 32 KO, c'était la taille de ce qu'on avait le droit d'envoyer. Voilà. Hein, donc, vous avez vu tout ce que... Alors, aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 500. Si on est un très, très grand scientifique, on peut monter encore. Autant vous dire que nous, les architectes, on ne pouvait pas envoyer grand-chose. Donc, voilà. Donc là, après, c'est une mise en page, etc. Mais avec ces collections que j'ai commencé à faire, donc ça s'est vraiment déclenché là, je pense, à faire ces collections. Mais il y a beaucoup d'architectes qui font ça, qui collectionnent, qui photographient, qui documentent, à la fois sur de l'Internet. À l'époque, tout était assez pixelisé, encore, vous le voyez, de toutes les stations qu'il pouvait y avoir. Et puis les bâtiments aussi que j'avais photographiés. Donc quand je suis allée pour la Villa Médicis, mais aussi à Aropole, les deux ans avant, j'avais toujours cette histoire du bâti, c'est comment on habite dans ces territoires extrêmes. Et ce qui m'avait beaucoup intéressé, parce qu'on avait le choix entre, quand on était lauréat, entre aller à Nisalsund, donc au pôle Nord plutôt, et là c'est les Danois, donc plutôt architecture danoise on va dire, et pôle Sud où il y avait ces bâtiments-là et ces architectures quand même très spécifiques qui m'ont intriguée. Donc c'est comme ça finalement que j'ai choisi d'aller plutôt en Antarctique. Enfin, une fois qu'on était lauréat, on pouvait choisir, hein, mais... ça, c'est d'autres petits bâtiments, d'autres petits ouvrages, parce que j'ai travaillé à un moment à l'Australian Antarctic Division, donc ça, c'est à Hobart, à côté en Tasmanie, hein, c'est la Corse, on va dire, de l'Australie. Et ils avaient plein de petits bâtiments comme ça autonomes, que je trouvais intéressants, donc j'ai documenté tout ça et j'étais dans les services techniques qui préparaient les bâtiments, qui construisaient les bâtiments. Bon, voilà, donc je pose un peu les choses. Et quand je suis revenue, j'ai participé à un concours organisé par des artistes, toujours. Je crois que les artistes, quand même, sont souvent, par rapport aux architectes, en avance, mais peut-être pas pour les mêmes raisons, mais peuvent lancer des concours. Donc ça, c'est intéressant. C'est les artistes qui lançaient un concours sur comment se déplacer en Arctique. Et c'est ça qui va me faire ensuite aller en Arctique, parce que je vais être lauréate de ce concours. Et lauréate avec une équipe qui va être l'équipe qui, 10 ans après, va travailler avec moi en Antarctique. Donc c'est pour ça que je trouvais bien de montrer ce dessin. Qui sont en fait, c'est ultra léger, c'est quelque chose qui est gonflable, qui se déplie, ultra léger, et qui a été ma réaction en rentrant d'Antarctique et du Mont d'Urville. Je me suis dit, mais c'est quoi ces énormes hangars? Mais est-ce qu'il faut continuer à y aller? Enfin voilà, est-ce que se posent beaucoup de jeunes hivernants qui rentrent d'Antarctique, qui se posent aussi ces questions? Donc en réaction, je me suis dit, bon, je vais faire un projet qui puisse se déplacer avec des chiens, des animaux, des hommes, ultra léger, c'est une sorte de zodiac tente, voilà. Et qui peuvent aussi s'associer entre eux. Donc c'était intéressant parce que c'était le seul projet un peu à la fois technique, donc high-low, un peu comme on a donné le nom là, à la conférence, à la fois high-tech et low-tech, sachant qu'en Antarctique, les chiens, on ne peut plus du tout en avoir, hein, c'est pour des raisons des biologistes, en fait, hein, qu'il n'y ait pas d'entrée d'animaux nouveaux en fait, sur le terrain, ce qu'on peut comprendre, en même temps qui est quand même assez malin. Quand on lit toutes les histoires dans le Grand Nord, la survie, même voir les chiens qui vont manger à la fin, etc. Enfin, il y a quelque chose d'assez intelligent, c'est-à-dire qu'effectivement, le pétrole, on ne va pas le boire. Je ne dis pas qu'il faut manger les chiens, mais dans certaines situations, on se dit que voilà, il y a quelque chose qui est intéressant. Bon, après, il faut les nourrir, hein, c'est sûr. Voilà. Donc, ce projet était lauréat. Et ce qui m'a amusé, finalement, c'est que Horn, quand il a fait donc en 2009, non c'est pas en 2009 Horn, c'est en 2019, ça doit être 10 ans après, ouais, 2019, c'est pas exactement cela, mais c'est quand même des sortes de traîneaux avec des tentes à l'intérieur qui se déplient, enfin voilà, on est un peu dans ce système-là. Et donc il y a eu une exposition qui a montré tous ces travaux, et à l'occasion de cette exposition, je suis tombée sur un artiste qui, lui, vivait dans un village, Igloolik, en Arctique. Puis j'ai discuté avec lui, des sortes de tables rondes.
Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc encore que j'importe? C'est-à-dire, c'est mon modèle à moi, et que je vais emmener, et que je vais encore importer en Arctique. Donc je continue, en fait, finalement. Et puis j'ai discuté avec lui, puis au bout d'un moment, il m'a dit, oui, ben écoute, si tu veux venir, puis il y a une décharge, il y a plein de trucs, enfin voilà. Et puis c'est bien, ce projet ne se fera pas, puisque c'était un concours d'idées, il n'y a pas l'argent pour le faire, ou c'est à moi de le chercher. Bon, bref. Et donc je me suis retrouvée un peu en Arctique comme ça, grâce à ce projet-là, en me disant non mais j'abandonne, c'est pas ça qu'il faut faire. Et effectivement, je me suis retrouvée à Igloolik. Donc Igloolik, c'est le Nunavut, c'est-à-dire c'est au nord du Canada. C'est très intéressant cette région parce qu'ils ont négocié des territoires avec le Canada qui appartiennent au peuple premier, aux Inuits. Et il y a une hiérarchisation suivant les territoires. Est-ce que ça appartient aux Inuits? Est-ce que c'est négocié avec les Canadiens ou pas? Enfin, quelque chose d'assez intéressant. Je vous invite à aller voir les cartes, notamment. C'est des cartes qui sont faites en fonction des parcours des animaux, finalement, et pas des villages que les Canadiens avaient implantés pour sédentariser les Inuits. Donc c'est assez intéressant. Et je suis tombée sur ces collections d'autoconstruction faites par les Inuits, qui sont pour moi des sortes d'arrangements avec le monde contemporain, c'est-à-dire d'arrangements avec finalement l'invasion du Nord par le Sud, avec tous ces matériaux. Donc c'est du contreplaqué. J'en ai d'autres. Ouais. Je vais vous montrer deux. Voilà. Je vais vous expliquer ce que c'est après. Donc c'est pas des favelas, hein, c'est pas voilà, ça a une fonction très très particulière. Ce sont les cabanes de chasse, c'est une cabane qui abrite tout le matériel de chasse des Inuits. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est ce cycle logistique, on va dire, c'est-à-dire que c'est construit avec du contreplaqué, et ce contreplaqué sont les caisses qui amènent les machines à laver le linge, qui amènent les skidoo, qui amènent tous les bâtiments, tous les produits industriels du Sud. Donc, ce que je trouvais intéressant, c'est cet arrangement où finalement les caisses, en plus elles sont NIMP 15. NIMP 15, c'est une norme maritime pour ne pas pouvoir transporter de bactéries, de choses comme ça. Donc, c'est un super matériau. Et ça va être les seules constructions fermées à clé du village d'Igloolik. Mais ce n'est pas que le village d'Igloolik, hein, tous les villages fonctionnent à peu près comme ça. Et ce que j'aime bien dans cette photo, c'était un bouquin qu'on avait fait avec l'école d'art de Lorient. J'avais fait une résidence aussi. C'est tout ce qui manque, finalement, est construit avec ça. C'est-à-dire on a les logements sociaux, alors il faut que je m'habitue, les logements sociaux standards canadiens qui sont construits là, voilà, qui sont des locations, en fait. Et les Inuits vont rajouter tout ce qui manque. C'est-à-dire ils rajoutent un sas, parce que c'est là qu'ils vont découper les animaux. Les phoques, ils font la niche du chien. Et encore, en général, ils sont beaucoup plus loin du village. Les chiens sont vraiment des chiens quasi sauvages. Il y a la cage à oiseaux, bien sûr, et la cabane pour le moteur et tout le matériel de chasse. Donc c'est là que ça a commencé à m'intriguer, cette histoire de logistique, finalement, qui rentre dans la boucle et dans la construction. Alors maintenant, on parle du circuit des bois, d'où vient le bois, d'où vient... voilà. Mais bon, il faut remettre, ça c'était en 2011-2012. Quoi. Voilà. Ce qui est intéressant sur cette photo aussi, que j'aime beaucoup, parce que c'est aussi, il y a un peu tous les éléments. Il y a le bateau, il y a le moteur, il y a les caisses qui arrivent, il y a l'église qui est derrière. Et ça, c'est très très important dans les villages. Il y a carrément 4 religions dans chaque village. Bon, voilà. Enfin, on sent vraiment la colonisation du nord par le sud. Et donc, je vais utiliser, je crois que cette conférence aussi, c'est sur les outils que nous, architectes, alors, j'aime pas dire nous, mais c'est la formation, en tout cas, qu'on a eue. Et je pense qu'à travers l'Agence internationale et le projet que je vais vous montrer du Mont d'Urville, c'est poser la question de quels sont tous les outils qu'architectes on a, qui ne sont pas juste de faire un projet avec une forme, mais cette façon de travailler qu'on a, je la questionne. Donc, par exemple, je vais faire l'inventaire un relevé de la décharge. Voilà. Je ne savais pas pourquoi je la faisais. C'est après que je l'ai un peu problématisé, mais instinctivement, j'ai commencé. Voilà, c'est une sorte de croquis que les architectes font. C'est pas forcément bien dessiné, c'est pas grave, c'est annoté. Et puis de toute manière, après, on va remettre au propre sur AutoCAD. Bon, voilà. Donc ça, c'était l'occasion de dessin, de livres, d'édition, d'impression aussi en très très grand format de cette décharge comme ça. À perte de vue. Je fais exprès de ne pas vous montrer de photos de la décharge parce que ce n'est pas tout à fait le sujet de la conférence. Et les Inuits trouvaient ça effectivement assez curieux. Il faut savoir que c'est faire du relevé dans un endroit où il y a des ours qui peuvent surgir. Enfin, c'est pas cool. Hein. Voilà. Bon. Et puis,
En étant dans cette décharge, c'est le fait d'être dans un lieu, de travailler sur un lieu, je me suis dit, mais attends, c'est toi, AutoCAD, qui a dessiné là, tous ces produits là, qui sont en ruine là, dans la décharge, c'est-à-dire les véhicules, les machines à laver le linge, tout ça, etc. Ok, eh ben, on va dessiner avec AutoCAD la décharge. Une sorte de mise en abîme, on va dire, du logiciel. Hein. Les artistes aiment bien ça aussi. Voilà. Et je vais transformer ces relevés en utilisant mon logiciel AutoCAD. Hein. Après, vous allez voir, il y a aussi Revit, hein, il y a tout ça, et BIM, etc. Mais AutoCAD, avec cet import de blocs, comme on fait. Donc, je fais comme les Inuits. Il y a des blocs standards que j'importe sur mon écran, que j'utilise, que j'abîme, que j'explose. Voilà. Et je fais la décharge avec ça. D'accord ? Donc, il y avait une sorte comme ça d'utilisation du logiciel pour finalement dessiner le monde en décharge. Et donc, à la suite de ce séjour, les livres, enfin, je ne sais pas vous, mais souvent, mettre en forme en bouquin, moi, ça m'aide aussi à problématiser et à faire même une exposition ensuite. Parfois, je préfère faire le livre avant de faire l'expo. Bon, ça ne veut pas dire que c'est édité aux Actes Sud et en millions d'exemplaires, on est d'accord. C'est édité par la galerie ou par le centre d'art ou par des bourses qu'on peut obtenir dans les régions, etc. Moi, c'est la région Bretagne, par exemple, hein, qui m'a beaucoup soutenue. Et donc là, c'est un éditeur et qui me propose de faire 2 fois 20 pages dans le bouquin. Je fais absolument ce que je veux, voilà, pour parler de mon travail. Je me suis dit, je sais pas, il y a le book d'architecte. Et c'est là que ça a commencé. Je me dis, et si je faisais un book d'architecte à partir de toutes ces constructions, tous ces inventaires, toutes ces constructions que j'ai pu faire, que ce soit en Antarctique, en Arctique, en Australie, Tristan da Cunha, enfin dans plusieurs endroits où j'accompagnais des scientifiques. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait ressortir de cette collection ? Donc je lui propose, et il me dit oui. Mais alors dans les books d'archi, il y a des dessins. Je lui dis oui, je vais redessiner les projets. Il me dit si tu veux, moi j'ai un graphiste. Je dis non, moi je veux pas un graphiste, je veux un architecte. C'est des architectes. Ça va être moi ou des étudiants en architecture ou des amis architectes. Ils vont prendre chacun un bâtiment et ils vont les redessiner. Parce que l'architecte, quand il dessine, il en comprend la structure. Il fait comme là, j'ai fait sur AutoCAD aussi, importer des blocs, etc. Bon, là, c'est pareil. Si on le dessine sur un logiciel, ces autoconstructions, il comprend la structure. Chacun son métier, hein, c'est pas, voilà. Mais le graphiste va nous faire l'enveloppe, bien sûr. Et ça, c'était assez intéressant, comme parfois on parle de nuages de points, de choses comme ça, qui ne fait que l'enveloppe. Ouais. Il vaut mieux faire, je pense, un bon relevé qu'un nuage de points. Bref. Donc voilà. Et donc je vais retrouver toutes les photos de détails que j'avais pu faire de certains bâtiments. Donc on est un peu comme dans la revue Détail allemande, hein, où il y a des très très beaux détails de construction. Et je vais prendre donc au sérieux finalement tous ces détails de construction. Je vais donc refaire des 3D, c'est-à-dire je vais redessiner ou faire redessiner, puisque l'architecte il fait beaucoup faire, hein, il ne fait pas tout lui-même tout seul. Donc là, c'est avec SketchUp, hein, c'est quand même un logiciel. Il y a beaucoup plus perfectionné pour faire des images, hein, je suis bien d'accord. Mais là, pour l'exercice et la publication, ça suffisait. Et donc, on était une équipe de 6-7 archis à choisir un des bâtiments et à le redessiner. Voilà. Donc après, on a choisi, bien sûr, les angles, etc. Et c'est là qu'est arrivée l'agence internationale. Je me suis dit, bon, voilà, on va faire une agence d'architecture. Certains me disaient, oui, l'agence de Catherine. Je dis, ah non, surtout pas, surtout pas. Et puis j'ai mon agence d'archi. Donc je pense que c'est un projet de maturité, c'est-à-dire que voilà, j'ai prouvé que je pouvais mélanger les genres. Je pense que je ne l'aurais pas fait à 25 ans en sortant de l'école. Et donc l'agence internationale est arrivée comme ça, par une édition. Le mobilier aussi, j'en avais photographié pas mal en Arctique, en Antarctique, des sortes de mobilier autoconstruits. On parlera de celle qui est au milieu, hein, que je trouve intéressante, parce qu'on dirait du Rietveld, hein, c'est-à-dire qu'il y a la culture de l'architecte et le regard de l'architecte, du designer aussi bien sûr. Hein. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que j'avais pris ces constructions aussi parce qu'elles me faisaient penser à quelque chose que je connaissais dans l'histoire de l'architecture, que je ne sais pas toujours, parfois c'est instinctif, et puis ensuite c'est en regardant, je dis ben oui, évidemment. Voilà. Donc ça donnait ces pages-là. Donc c'est 2014, hein, ça date. En graphisme, on fait des choses complètement différentes aujourd'hui. Donc avec l'histoire du cartouche, enfin, tout est revenu, le cartouche, le storytelling, l'architecte qui raconte un peu le projet, qui dit nous aussi, pour comment on a fait, tout ça. Donc c'est à la fois de la réalité, pas de la réalité, ça part de l'histoire quand même réelle. Et puis avec les surfaces, le coût non communiqué,
etc. Voilà, donc j'ai joué un petit peu avec ces différents éléments de présentation du travail. C'est vrai que le cartouche, c'est un encode. Ça m'a appris en faisant cette recherche, oui, que l'architecte, on encodait les choses en fait. Avec le logiciel, on encode, on met aux normes, on doit garantir des normes, etc. Donc on est dans une sorte d'encodage. Et puis là, par ce travail, ça redonnait aussi force au dessin. C'est-à-dire que c'est une sorte de rétro-futur. Hein. Il y a Elie During qui a écrit pas mal dessus, ou Bublex aussi, qui a fait sa ville de Gluescape, par exemple, qui est une fausse ville avec un faux maire, etc. C'est une sorte de fiction. Donc on n'est pas loin, évidemment, hein, de ça, qu'il a fait il y a longtemps déjà. Donc voilà, donc c'est les différentes pages. Alors pareil, c'est des PDF de 2014. Donc voilà, c'est pas forcément d'une très très grande qualité, mais pour l'impression, ça y était. Donc voilà, donc coût de la construction inestimable, par exemple. Là, c'était projet d'urbanisme, hein, c'était aménagement du littoral. Donc on voit les containers qui arrivent et qui vident, en fait. C'est eux qui contiennent toutes ces caisses de bois. Hein. Et qui vont après repartir. C'est une fois par an, il y a un bateau qui vient tout livrer. Voilà, donc l'Agence internationale fait de l'urbanisme, et puis elle est internationale, bien sûr, c'est le mouvement international aussi, hein, bien sûr, c'est un clin d'œil à l'architecture moderne, et puis on en trouve dans le monde entier. Voilà. Et alors après cette édition, bon, j'ai fait d'autres résidences, et j'ai fait des films aussi, donc ça vous pourrez les trouver en ligne sur mon site, qui vont être des autoconstructeurs que je vais trouver là plutôt en Bretagne, autour de Quimper, un centre d'art. Des gens que je vais rencontrer, et puis petit à petit je vais faire un film avec eux et je vais leur demander de parler comme des architectes et d'expliquer comme des architectes leurs projets. Donc il y en a qui n'avaient jamais rencontré d'architecte, donc c'était assez intéressant, c'était l'idée qui se faisait en fait des architectes, et ils expliquent un projet voilà, qu'ils ont réalisé, quel chantier qui est derrière, voilà, et qui semble être à chaque fois un projet quand même extraordinaire, assez incroyable. Et quand on le regarde en tant qu'architecte, bon, évidemment il y a toujours une sorte de petite déception. Et c'est pour dire, voilà, c'est le projet finalement qui est intéressant, c'est comment on en parle, comment on le fait et comment on le fabrique. Et qui vont donner, donc là maintenant c'est des plus gros dessins, ça va être des expositions que je vais faire avec des gros tirages comme ça. Donc ça c'est un poulailler et pour les lapins et des clapiers, avec tout un système hyper intéressant, hyper malin, suivant l'âge des poules, des poussins, ça tourne, etc. C'est tout un... Et cette femme, Isabelle, quand elle décrivait le clapier, eh ben, elle décrivait la cité radieuse. Dans la coupe, avec les pare-soleils, tout ça, etc. Enfin, elle la connaissait quand même, la cité radieuse. Donc, c'était pas innocent. Mais quand même, bon, après, dans le montage, on fait ce qu'on veut, hein, et on fait dire un petit peu ce qu'on a envie de dire. Mais donc voilà, donc dans l'explication, elle décrivait une coupe comme un architecte, il va expliquer comment on fonctionne suivant la saison. Donc c'était un clapier bioclimatique. Voilà. Bon, il faut que je vais accélérer un petit peu hein, parce que je vais pas le caravane, etc. Donc vous comprenez, c'est finalement donner de l'importance à ces autoconstructions qui sont faites finalement à partir des déchets de l'industrialisation. Enfin, c'est la perruque en quelque sorte. Hein, c'est fait avec les déchets industriels. Donc c'est pas le cabanon, c'est pas Walden, c'est pas les cabanons en bois dans la forêt. Hein, et ce sont des habitats ou de loisirs ou de travail. C'est variable. Donc c'est pas forcément non plus c'est pas forcément du loisir. Oui, ça peut être du travail, de la survie. Choisi, pas choisi. Et alors là, l'Agence internationale va commencer à monter en gamme parce que, eh bien, il va y avoir une exposition de cette agence donc au FRAC Nord-Pas-de-Calais, grâce à Karen Déton, qui était à Quimper, qui avait fait une première expo avec moi, et puis après qui est partie à Dunkerque, et qui avait bien aimé ce coup d'essai de l'Agence internationale, et qui me dit, bah, écoute, viens avec moi, et puis viens en résidence et fais l'expo que tu veux faire. Donc je dis, on va faire l'exposition de l'Agence internationale. Donc là, c'est pareil, c'est l'Agence internationale, mais c'est Anne et Jean-Philippe, vous voyez de qui je parle, donc Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal, et Richard Rogers, qui avait fait le plan d'urbanisme, etc. Bon voilà, c'est l'Agence internationale auprès de tous ces grands de l'architecture. Et... je vais donc recollecter, pareil. Donc là, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Hein, c'était à Grande-Synthe, hein, où on voit l'extension faite par les migrants et le cabanon 211 fait par Médecins sans frontières. Et voilà. Et comment, finalement, l'extension, c'est toutes les découpes qui restent des panneaux qui ont servi à faire les cabanons.
Si vous voyez, le dessin n'est peut-être pas forcément exact, puisque c'est des dessins qui sont faits à l'œil, hein, c'est pas ni mesuré, ni... Voilà. Et je mettais au même plan les cabanons que vous connaissez peut-être à Calais, qui sont les cabanons des ouvriers qui sont sur la plage. Et au moment où j'y étais, détruisaient les cabanons des migrants, et ceux de la plage, ils se posaient la question s'ils allaient ou pas y toucher. En zone inondable, en bord de mer, et interdite. Alors que les cabanons des migrants étaient à Grande-Synthe, dans un terrain autorisé par le maire que vous connaissez. Et donc ça va donner cette grande exposition où je vais reprendre et là citer. Donc vous comprenez aussi que c'est des citations, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez cette exposition assez emblématique qu'avait fait Rémy Zog pour Herzog et de Meuron, qui était à Beaubourg, c'était les années 90, un truc comme ça, et qui va exposer tout le travail d'Herzog et de Meuron sur des tables à Beaubourg, comme ça, à l'infini. Et ça m'avait beaucoup marqué quand j'étais étudiante, cette exposition. Et donc j'ai pris finalement cette mise en espace, hein, on dirait de l'urbanisme pratiquement, voilà, et ces tables qui en plus étaient dessinées par l'Agathon Vassal pour l'école d'archi de Nantes. Donc il y a toute une histoire, voilà, qui va venir voilà, au fur et à mesure, avec des écrans, des petites animations hein, qui montrent ces cabanons, et puis toujours le dessin qui fait comme si voilà, ce projet avait d'abord été dessiné par des architectes et ensuite réalisé, avec des photos de détail. Là, c'est une maquette d'un des autoconstructeurs de Quimper qui m'a prêté sa maquette, que j'ai toujours d'ailleurs, qu'il n'a jamais récupérée. J'avais fait une table sur son travail, parce que je trouvais que c'était intéressant de faire le lien avec les cabanons de Grande-Synthe, des migrants. Et puis cette chaise que je vous montrais tout à l'heure aussi, là, ça va être aussi encore une autre façon de se dire, est-ce que je ne peux pas faire comme les scientifiques avec qui j'avais travaillé en Antarctique, où j'avais travaillé à Tristan da Cunha, établir des protocoles. Alors ça, dans les écoles, on pratique beaucoup ça aujourd'hui, c'est avoir une sorte de protocole. C'était quoi le protocole de cette chaise? Parce que c'est une chaise pour regarder les narvals qui passent au loin. Donc ils se mettent debout, il y a un grand dossier qui monte, et comme ça, ils peuvent, avec leurs jumelles, regarder les narvals, surtout la surface de l'eau, parce qu'ils chassent le narval. Et c'est une chaise qui a dû être construite en 1 heure à peine, avec ce qu'ils trouvaient sous la main. Donc ce que j'ai fait, quand on montait l'exposition au FRAC Nord-Pas-de-Calais, j'ai proposé aux personnes qui travaillaient avec moi pour le montage de l'expo, ils étaient 4, je leur ai dit, bon ben voilà, je vous montre un plan, donc je leur ai montré que ça. Donc je leur ai dit, voilà le plan, est-ce que vous pouvez en 1 heure, avec ce que vous trouvez dans le fond d'art contemporain, évidemment pas les œuvres, mais matériel de bois, etc., construire la même chaise. Donc ils s'y sont prêtés. Donc il y en a un premier qui a fait celle-ci, que j'aime beaucoup, toute fine, et qui, en fait, j'avais oublié de dire qu'il fallait qu'on puisse s'asseoir dessus. Donc c'est vraiment une œuvre posée, sculpture. Alors c'était intéressant parce que voilà, ça reposait la question de architecte, artiste. Alors je ne dis pas forcément que les artistes font des choses qui ne servent à rien, c'est pas ça du tout que je veux dire, mais j'avais pas en tout cas donné la contrainte qu'il fallait s'asseoir dessus. Donc les suivants avaient cette chaise-là, et à partir de cette chaise-là, on fait d'autres chaises qu'on voit après, où là on voit qu'ils avaient la consigne, et là on n'est plus dans une maquette, on est effectivement dans un projet sur lequel on peut s'asseoir, enfin un fauteuil, voilà, et qui était là pour regarder au loin la mer. Cette mer qui est quand même en ce moment pas mal traversée et qui commençait à peine voilà, à être traversée avec des petites embarcations. Maintenant, c'est devenu un peu, hélas, l'autoroute. Et donc, on voit Douvres en face. Ouais, c'est Douvres, je ne suis pas sûre. Oui, c'est Douvres. Bon, en tout cas, on voit l'Angleterre. Voilà. Et puis, c'était aussi par rapport à l'Agathon Vassal. Je les ai fait venir aussi pour discuter avec la nouvelle directrice sur les souplesses de leurs bâtiments. C'est comment ces balcons sont aussi des lieux d'exposition, ne sont pas forcément des endroits complètement fermés. Comment faire aussi venir le public dans toutes ces possibilités que l'Agathon Vassal proposait, qui n'avait pas été forcément le cas pendant la direction d'avant. Je pense qu'il s'en était servi plus comme un lieu d'expo un peu traditionnel. Donc voilà. Donc l'agence internationale, comment dirais-je ? Moi, je m'en sers aussi comme un moyen de recherche. C'est-à-dire, ça questionne un peu tous les médiums, comme je disais tout à l'heure, qu'on a. Et puis, ça permet, par la fiction aussi, de
de re-questionner l'architecte, c'est finalement à quoi on sert, et ça va être la grosse question qu'on va se poser en Antarctique, parce que ça ne va pas être un projet très facile, et je pense qu'on va toujours se demander à quoi sert-on. Parce qu'on est dans un monde du coup très contraint, mais on y arrive aujourd'hui, hein, c'est-à-dire très contraint, avec beaucoup de gens qui ne connaissent pas notre métier. Surtout pas, on était les premiers architectes à aller à Dumont d'Urville, hein, il n'y en avait pas encore qui étaient venus. Et puis on se rend compte aussi, finalement c'est un miroir, ces endroits-là, hein, c'est un miroir sur ce qui se passe ici finalement en France ou en Europe, ou, voilà, sur comment on construit avec des matériaux locaux, etc. Là on peut être exactement dans les mêmes questions, puisque ce qu'on nous demandait, c'est de faire un diagnostic sur la décarbonisation de la base pour 2050, de la station. C'était un appel d'offres public auquel on a répondu, donc c'était donc 10 ans après mon dernier séjour en Antarctique. Donc à l'époque, c'était Jérôme Chaplaz et David Bossir, Christine David Bossir, qui étaient directeurs et directrices. Et c'est eux qui ont eu un peu cette intuition en se disant, bon, les ingénieurs, c'est bien, mais c'est les ingénieurs mécaniciens surtout qu'ils avaient, parce que en fait, c'est surtout se déplacer quand même la question et le problème. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un diagnostic finalement d'architecte? Et surtout qu'on leur avait glissé qu'il y avait quand même certains bâtiments... Tu parlais de Charlotte-Perriand, qui est une chose. Là, on va plutôt parler de Bodianski. Mais quand j'y étais allée la première fois, je me suis dit, ouais, ces bâtiments, il y a quelque chose, c'est pas Jean Prouvé, je sais pas, mais voilà. Puis je trouvais mais absolument rien dessus. Donc ça a vraiment été en fouillant après dans les archives, sur Internet pas mal, et puis après, en me documentant, que j'ai fini par savoir qu'effectivement, il y avait cette histoire que je vais vous raconter voilà, derrière. Donc j'étais associée avec Jérôme Guénaud, qui est architecte aussi. On a notre agence en fait ensemble. Donc c'était pas mal qu'il y aille aussi, puisqu'il avait quand même supporté pas mal de mes voyages. Villa Médicis, c'était quand même 6 mois. Hein. Quand j'ai eu Villa Médicis à Henri-Mur, je ne savais pas qu'il fallait partir 6 mois. J'avais quand même des enfants pas encore pas adultes en tout cas. Voilà, donc c'était quand même pas mal donc, qu'on y aille ensemble. Donc on est allés vraiment tous les deux. On était associés avec le Lab, qui est des anciens étudiants de Rennes qu'on avait eu, qui sont installés à Brest et qui, eux, vont travailler sur tout ce qui va être maquette révise, qui est là, du coup, le BIM assez intéressant, puisqu'effectivement, le projet, il est à distance. Donc après, pour l'exploitation, c'est sûr que c'est très adapté. On se pose la question, par contre, en France, avec le bâtiment d'à côté, est-ce qu'on a besoin d'aller le faire sur BIM et sur Revit, hein, qui sont des logiciels plutôt de maintenance, en tout cas BIM. Enfin, c'est pas un logiciel, mais un système de maintenance plutôt que de création et de conception. Donc voilà. On était associés aussi avec TESS. Donc TESS, c'est un gros bureau d'études, notamment Tom Gray, avec qui on avait déjà fait le projet tout à l'heure que je vous ai montré, là, le glaciomobile en Arctique, en projet bien sûr, Marc Chalot, Margot Gillet. Et TESS, c'est eux qui ont fait par exemple la fondation Vuitton, la Tour Triangle, enfin le concours de la Tour Triangle, etc. C'est eux qui font des façades, ils travaillent beaucoup sur les façades. Hein. C'est vraiment des bureaux d'études façades. Voilà. Donc je ne dis pas que la fondation Vuitton, c'était notre truc, mais en tout cas, ça allait être complexe, la question de façade et de peau, et donc d'isolation thermique. Enfin, vous voyez. Voilà, donc c'était une bonne idée, je pense, de s'associer avec eux. Et puis on avait aussi, c'est eux qui font aussi la tour Montparnasse, la rénovation de tout le quartier Montparnasse, de la tour Montparnasse. Et Elements aussi avec Benjamin Zimmermann, qui lui était vraiment sur toute la phase, on va dire, tout ce qui est lié à l'énergie et l'énergie alternative, etc., même dans ces lieux-là. Alors, je vais vous faire rentrer un petit peu dans la station, parce que j'ai fait une conf il y a 2 semaines pour Frugalité Heureuse, là, et je trouvais que j'étais passée trop vite, les gens ne comprenaient pas où ils étaient, donc voilà, on va se poser, et voilà, je vais un peu vous expliquer. La station Dumont d'Urville, on reviendra sur la carte de l'Antarctique après pour que je vous dise exactement où est-ce, mais j'avais besoin que vous la voyiez. La station Dumont d'Urville est sur une île et sur un socle rocheux. Donc l'Arctique, vous avez compris, il n'y a pas de socle rocheux. L'Antarctique, c'est un socle rocheux avec... attendez, je voudrais regarder un truc. Mes diapos, oui, c'est ça. Voilà. Et donc c'est une sorte d'habitat comme ça, complètement explosé, hein, voilà, qui est lié surtout à une... ils ont été marqués par un incendie très violent qui a eu lieu vers les années, je crois que c'est 52, je crois, Port-Martin, qui était une station qui était ailleurs, un petit peu plus loin, et il y a eu un incendie. Et donc l'incendie, c'est vraiment la trouille en tout cas de Paul-Émile Victor. Voilà. Aujourd'hui, en électricité, on a fait beaucoup de progrès. Hein, c'est souvent lié à l'électricité, à la défaillance électrique.
Et donc, ils ont fui cette station donc, qui avait brûlé et ils ont construit une station en bois qu'on ne voit pas là, qui est derrière, mais que je vais bien développer tout à l'heure. Et c'est là qu'a commencé, c'était plutôt une fuite et trouver un refuge. Et il se trouve que ce refuge, c'était aussi là où étaient les animaux. Donc du coup, Dumont d'Urville, après, va être construite sur une manchotière, donc ce qui ne se ferait absolument pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on vit avec les manchots sous le bâtiment, et on est dans une sorte de basse-cour, on les entend tout le temps, c'est comme un champ de canard un peu, et on les entend tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait. Donc on est d'abord finalement chez eux. Oui, voilà, c'est ça que je voulais quand même vous montrer. La carte, vous voyez à peu près. Donc ça, c'est plutôt le trajet sur le globe, voilà, pour aller en Australie. Donc il y a quand même une bonne partie, parce que ouais, j'aurais dû faire une carte avant celle-là. La Terre Adélie, elle est là, et l'Australie, elle est là. Donc nous, pour aller en Antarctique, on passe par la Tasmanie, par l'Australie. Il y a énormément de stations qui sont dans ces parties-là, dans la péninsule, voilà, qui est à 500 km finalement de l'Amérique du Sud, donc qui est quand même très très accessible. Nous, on est dans les lieux les plus inaccessibles carrément. Donc ça, c'est Dumont d'Urville qui a découvert ce caillou et qui est devenu ensuite, voilà, Terre Adélie. Voilà. Et donc, quand on arrive en Tasmanie, après, on a un bateau qui fait 5 rotations aller-retour pendant l'été austral, qui va permettre d'amener tout, les hommes, les scientifiques, les logisticiens, le matériel, les outils scientifiques, ramener les déchets, enfin, voilà. Et c'est juste 5 allers-retours qui est fait par l'Astrolabe, qui est un bateau voilà, qui est là et qui est basé à l'île de la Réunion. Donc, vous voyez déjà un peu voilà, tous ces parcours. Hein. C'est pour ça qu'on a ces petites lignes rouges là, ici. C'est l'Astrolabe qui vient pour la saison, qui ensuite va faire les allers-retours, voilà, et qui ensuite va retourner à l'île de la Réunion. Donc l'Astrolabe, et puis ensuite le raid logistique dont je vous parlais, dont je vous ai montré des petites photos tout à l'heure, et qui va permettre de montrer à la station Concordia. Et alors je préfère montrer finalement cette carte-là, parfois je ne la montre pas, parce que c'est quelque chose qui n'existe plus. C'est-à-dire qu'il y a un traité de l'Antarctique qui a été écrit donc en 1959, parce que si vous remarquez sur la carte, il y a le Chili, l'Argentine et les Anglais qui se disputent une partie, là. Voilà, de revendications territoriales. Et donc pour geler, c'est le cas de le dire, toutes les revendications, en 1959, les pays, donc il y avait la France, l'Australie, Nouvelle-Zélande, Norvège, Argentine et Grande-Bretagne et Chili. Ouais, c'est ça, il n'y a pas les Russes. Hein. Ouais, le traité de l'Antarctique donc, a permis de geler les revendications territoriales et de créer ce traité. Donc c'est terre de paix, terre de science. Donc ça, pareil, c'est intéressant à la fois pour un artiste et un architecte. On est dans une utopie. Et je pense que c'est encore une utopie, en fait. Hein. Finalement, on va voir si elle dure et si elle va résister à toutes les tensions. Et puis ensuite, il y a en 91 le protocole de Madrid qui est arrivé aussi. Donc c'est Rocard qui a été très très actif avec le Premier ministre Bob Hawke australien pour mettre en place ce protocole de Madrid, surtout au sujet de l'extraction des terres, extraction possible des terres et de la réserve naturelle, qui n'avait pas été forcément écrite en 59. Voilà. Et ça, c'était quand même une intuition extraordinaire. Et puis avec Rocard qui a été, et Hawke qui était assez malin, pour dire oui, mais un tel a signé alors qu'il n'avait pas signé, l'autre a fini. Bon, ils ont été assez malins pour réussir à faire signer tout le monde. De toute manière, c'est à l'unanimité. Donc voilà. Donc on arrive plutôt à cette carte-là et à cette représentation-là que je trouve intéressante parce qu'avec les drapeaux et les stations, même si proportionnellement c'est pas beaucoup, ça montre que l'Antarctique est occupée. Hein, est occupée par toutes ces stations. Et on comprend bien aussi qu'il y a quand même une géostratégie qui se met en place et qui se renforce aujourd'hui autour de ce continent. Donc pour les architectes, c'est intéressant aussi parce que à qui est le sol ? Voilà. Hein, les Inuits, c'était vachement bien aussi parce que le sol est à tout le monde. Il n'y a pas de parcellaire, il n'y a pas de parcelle. Donc si à un moment il y a une maison, elle gêne pour faire la route pour aller à la décharge ou assainissement d'eau, etc., bon, bah, la maison, elle va être déplacée. Voilà. Donc le sol est collectif, c'est un bien. Voilà. Donc en Antarctique, le sol, il est à personne. Donc ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, la station Concordia, elle a été faite sur, finalement, des terres qui étaient revendiquées par les Australiens.
Mais c'est gelé par le traité de l'Antarctique. Donc vous voyez qu'il y a tout un système, et là moi je le raconte rapidement, hein, après il y a des juristes qui travaillent vraiment sur le système antarctique qui est passionnant. Et ça veut dire qu'à chaque fois qu'on dépose un projet ou un permis, c'est soumis à toutes les nations qui ont signé le protocole de Madrid, enfin qui sont... voilà, et qui doivent approuver le projet. Donc déposer un permis de construire, c'est quand même pas simple. C'est pas tout à fait des permis. En fait, pour vous dire franchement, on n'est pas arrivé jusqu'au permis. On est loin d'y être encore. C'est pas tout à fait un permis, mais il faut soumettre le projet et expliquer pourquoi on construit plus, etc. Donc vous allez voir les contradictions dans lesquelles on va se trouver coincé, en fait. Je vous ai expliqué. Bon, la grosse flèche, vous avez compris, c'est du Mont d'Urville. Il y a les Américains, hein, McMurdo, hein, qui est une énorme base. Hein, il y a des McDonald's, il y a... Bon, voilà, par exemple, du Mont d'Urville, il n'y a pas d'argent, par exemple. Hein. Il n'y a pas d'échange monétaire où c'est juste par chèque avec la poste pour la collection de timbres, acheter des timbres, envoyer des cartes postales. On est dans une sorte de petite utopie avec beaucoup de compagnonnage aussi, parce qu'il y a des gens qui viennent pour 1 an, puis il y a des gens qui viennent pour la saison, mais qui viennent depuis 20 ans. Donc il y a plein de... ça remet en question les questions temporelles, en fait. Il y a plein de rapports temporels différents des gens à ce territoire. Il y a ceux qui vont 1 an et c'est l'expérience de leur vie. Il y a ceux qui vont retourner régulièrement. Et puis il y a l'Institut polaire, bien sûr, hein, qui est le logisticien, enfin, qui va s'occuper de toute la logistique polaire, hein, et qui a des habitués, enfin des salariés qui vont aller tous les ans là-bas. Et puis j'aime bien montrer ces photos, c'est-à-dire qu'au moment où on a commencé à faire l'étude, on s'est dit, en ce moment, qu'est-ce qui se construit ? Donc on a regardé, et puis finalement, c'est que du neuf. Et puis finalement, c'est la Walking City de Ron Heron, de 64. Donc on se dit, là, il y a peut-être... il y a quelques architectes, là, j'ai pas... J'aurais dû noter tous les noms de ces architectes, mais on est quand même dans un imaginaire qui date des années 60, on est en 2024, enfin là c'était 2019, 2020, enfin on ne peut pas faire mieux. Alors c'est vrai que c'est des images fascinantes avec Allée là, qui peut marcher, là, la station qui peut se déplacer, qui peut... Bon voilà, mais est-ce que c'est ça aujourd'hui au XXIe siècle qu'il faut faire ? Enfin, voilà. Et ça nous a beaucoup questionné, ces projets du XXe siècle finalement, qui fascinent les ingénieurs, qui fascinent les financeurs. Voilà. Donc c'est le contexte de la commande, on va dire, hein, cette commande où on nous demande de faire un diagnostic, mais aussi finalement quand même de faire des propositions, parce que le but c'est d'obtenir des financements de l'État français pour restaurer la station du Mont d'Urville. Donc je n'ai pas trop insisté sur l'état de la station du Mont d'Urville, parce que l'Institut polaire, je pense, apprécie pas trop qu'on montre ces images-là, donc je vais respecter. Mais en tout cas, il y a des rénovations à faire, il y a des bâtiments qui sont quand même très, très dégradés, et il y a besoin d'énormément de financement. On peut comprendre que c'est plus enthousiasmant, avec des décideurs qui sont peut-être d'une génération ou qui découvrent l'architecture, peut-être que ça c'est beaucoup plus séduisant que peut-être ce que nous, on va proposer, vous allez voir par la suite. Donc là, on a des investissements de la Chine, par exemple, qui construisent énormément de stations, la Corée, la Grande-Bretagne aussi, bien sûr, Chili, Argentine. Et en ce moment, il y a un mouvement vraiment de rénovation des bases, mais est-ce que c'est vraiment de la rénovation ? On s'est dit, on a regardé, on voit beaucoup de disparitions et de construction à neuf, tabula rasa, donc ça y est, on est les années 60, comme si on était dans les champs de betteraves. Et où vont les matériaux démolis, démontés, on ne sait pas. C'est pas montré, en tout cas, c'est pas valorisant, visiblement, en tout cas, c'est pas valorisé ni valorisant. Et donc, je reviens quand même à ça. L'image qu'on veut donner, c'est effectivement, c'est que la glace. Voilà, c'est la glace, c'est 14,2 millions de km² de glace. Donc l'Europe, c'est 4,2 millions, je l'ai noté parce que je n'ai pas la mémoire des chiffres. Donc 3 x 4, 12. Enfin, vous faites le calcul. Il y a des endroits où il peut y avoir 4 km de glace sur le socle rocheux. Et on dit que c'est 70% de la réserve d'eau douce de la planète. Bon, ça va peut-être même augmenter, du coup, puisque on a de moins en moins d'eau douce. Donc, voilà. Alors, ce qui est intéressant, en y allant à 10 ans de différence, c'est-à-dire que les scientifiques étaient très, très prudents. Quand j'étais en 2009, on ne parlait pas du tout de fonte des glaces. Enfin, c'était pas... On ne savait pas trop, quoi. Les glaciologues étaient très, très prudents sur ce sujet-là, en disant, bah oui, il y a des moments, il y a plein de neige, d'accumulation, puis après, il n'y a plus rien.
Bon, puis finalement, c'est ceux aussi qui travaillent sur le Mont Blanc en général, donc, qui ont vu, enfin en France en tout cas, et qui ont vu aussi le Mont Blanc avec les cabanes. On le voit bien, les cabanes deviennent des marqueurs où elles étaient de plein pied sur la glace, et maintenant il faut 6-7 mètres pour monter dans le refuge ou dans la cabane juste à côté de chez nous, ici dans les Alpes. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'il y a des vents aussi qui peuvent atteindre 372 km/h, je crois que c'est un des records. Donc ça va changer pour les bureaux d'études avec qui on va travailler aussi, c'est qu'à chaque fois, ah oui, les modèles ne marchent pas, donc c'est-à-dire que ça remet en cause tout le monde. Donc ça, c'est vachement intéressant parce que ça revient à ce qui nous arrive ici aujourd'hui avec la question du réchauffement climatique et de construire autrement, et de ce qu'on a appris nous archi à l'école, c'est plus valide, c'est plus valable, voilà, il faut se renouveler, tout est remis à zéro. Et on a vu vraiment, surtout nous comme on y était allés, avec les bureaux d'études, et qui sont des gros bureaux d'études assez connus en plus, qui travaillent avec des gros architectes, Franck Guéry, tout ça. À chaque fois, on était obligé de leur dire non, ça on peut pas. En fait, c'est pas ce modèle-là, il faut changer de modèle. Voilà. Et ça, c'était intéressant parce que ça nous donnait, nous, par la connaissance du terrain, donc ça, l'architecte qui connaît le terrain, moi je crois que c'est vraiment intéressant aussi une force dans les négociations avec les bureaux d'études. Bon, ça s'est très bien passé. Alors, on a quand même des cartes marines aussi. Enfin, je commence un peu avec les cartes. Enfin, il va y avoir des photos aussi. Mais les cartes aussi, qui est un travail que les architectes aussi... Alors là, pas ces cartes-là, évidemment, les cartes marines, c'est les cartes du CHUM. Voilà, mais c'est quand même intéressant aussi de voir ces cartes où il y a vraiment des zones qui sont très très peu cartographiées. Il y a des zones blanches qui sont... c'est là où il y a les vélages des glaciers, donc on ne peut pas y aller, c'est assez dangereux. Et depuis les années 50, voilà, on n'a pas cartographié toutes ces parties-là. Et puis pour vous montrer l'île... Et donc, je ne sais pas, vous arrivez peut-être à voir qu'il y a effectivement, dans les îles, il y a quand même quelque chose un peu d'artificiel, qui est la piste du Lion, qui sont des îles qui ont été, vers les années 80, 90, explosées, en fait, pour faire une piste d'avion et qui n'a jamais marché. Bon, Greenpeace s'en est mêlé, est venu, et puis finalement, c'est surtout que la piste n'a pas marché parce qu'il y a eu des problèmes de déblais remblais, enfin de remblais qui ne tenaient pas. Et donc, c'est devenu finalement une plateforme logistique pour la future base qui va être Concordia et qui va être le raid logistique. Mais ça, je vais vous montrer après. Voilà, donc quelques photos. Hein. On est sur la banquise, là, vraiment au bord, voilà, avec les tabulaires. J'aime bien montrer cette photo-là. C'est Doris Thuillier, en fait. Il travaillait à l'Institut polaire, et il n'y est plus maintenant. Et il s'occupait du lien entre logistique et scientifique. Et en même temps, il avait une activité de photographe. Et ce que j'avais remarqué, c'est que quand on va dans ces lieux-là, qu'on n'y est plus, et qu'on regarde des photos, on dit « mais attends, ils ont pris ma photo, là ». En fait, c'est tout le monde fait les mêmes photos. Tout le monde photographie la même chose. C'est toujours les mêmes sujets. Voilà. Et puis, voilà, on est un peu des héros, quand même, avec la glace derrière. Enfin bon, il y a tout un imaginaire qui est finalement qui est devenu une sorte de normalité. Et lui, justement, je trouvais qu'il ne faisait pas les mêmes photos que les autres, et notamment parce qu'il travaillait, et je trouvais que c'était intéressant, sur des pellicules périmées. Donc je trouvais que quand même, le héros, c'était quand même lui. C'est partir si loin, alors c'est vrai qu'il y allait quand même tous les ans, mais partir si loin avec des pellicules périmées, voilà, il fallait quand même le faire, couleur argentique. Bon. Voilà. Et ça donne, en fait, ce côté pictorialiste qui est quand même magnifique, qui je trouve assez intéressant. Et donc, je l'ai invité à une des expositions que j'ai faites sur ce projet du Mont d'Urville. Donc, comme je vais vous montrer les cartes sur lesquelles j'ai pas mal travaillé, c'est surtout... on a tous travaillé sur plein de choses. Donc là, moi, ça va être orienté sur ce sur quoi moi, j'ai principalement travaillé. J'ai pas mal travaillé avec les ornithologues. Et effectivement, c'est les premiers habitants. C'est eux qui sont là, qui sont sur place, qui sont sous nous. J'ai vu que les ornithologues utilisaient, par géolocalisation, arrivaient à faire des cartes et faisaient des cartes de tous les nids. Ce sont des nids en pierre. Donc je dis, tiens, ouais, les premiers architectes, c'est les manchots, pas les empereurs, mais les manchots Adélie, donc qui sont l'été. C'est les manchots empereurs qui sont l'hiver. On en a croisé quelques-uns qui partaient, mais parce que nous, on y est allé l'été, évidemment, on n'est pas resté un an en hivernage. Et donc, voilà, donc ça, c'est les manchotières. Et donc, évidemment, c'est pas là qu'il faut construire. En tout cas, aujourd'hui, je pense qu'à une certaine époque, ils ont construit dessus. Et donc, vous voyez, voilà, on n'est pas tout seul. Ils ont aussi des petits problèmes d'eau usée, on va dire, enfin, d'eau grise et d'eau noire.
voilà, qui est aussi le problème de la station. Hein. C'est le guéno qu'on voit de cette couleur, hein, qui est sur la glace, hein, c'est sur la neige. Et on va croiser voilà, quelques manchots empereurs qui partent. Donc c'est là qu'ils avaient filmé La Marche de l'Empereur, hein, de Luc Jacquet, qui n'est pas forcément un film dont je raffole, mais c'est quand même bien popularisé, en tout cas ces animaux-là. Et on ne voit jamais la station du Mont d'Urville, effectivement. On a l'impression qu'on est dans le blanc du blanc, alors que finalement, ils rentrent quand même tous les soirs dans cette station, qui est chauffée au fioul, évidemment. On est venu en avion, après... Voilà, hein, donc ça relativise quand même un peu cette histoire du blanc immaculé. Voilà, à partir du moment où on y est, juste le fait d'y aller, déjà... voilà. Et puis l'été, bon, il y a les damiers du Cap, il y a des pétrels des neiges, il y a des pétrels géantes, des océanides, des squats, etc. Mais c'est quand même les adélies qui sont vraiment très contraignants pour les architectes, on va dire. Voilà. Donc ça rejoint aussi, en ce moment, toute cette histoire sur l'animal, hein, où on se repose tous la question de l'animal. Là, moi, j'ai fait une autre mission cet hiver, c'était aux îles Marquises, traversée du Pacifique, aux îles Marquises. Tous les animaux sont en liberté, les chevaux, les chiens, et ils vaquent comme ça entre les maisons, enfin c'est pas des immeubles, voilà. Et on se dit, en revenant, on se dit mais les clôtures, en fait, on en a partout, quoi. Bon bah là c'est pareil, il n'y a pas de clôture. Hein, donc parce je travaille avec des scientifiques et je dois faire des parallèles entre différentes stations scientifiques, dont du Mont d'Urville, une à Mooréa, au Criob, et où effectivement les chiens errants rentrent dans l'emprise du laboratoire de recherche. Donc c'est assez intéressant cette fluidité finalement entre les animaux, les humains. Après, c'est pas des chiens, on est d'accord, c'est pas des animaux importés, hein, c'est bien des animaux qui étaient là où on n'est pas sur la question des chats de Kerguelen, par exemple aussi, qui ont été amenés par les marins et qui posent des problèmes de prédation. Donc celle-là, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Hein. Voilà. Donc ça, c'est vu d'hélicoptère. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se font en hélicoptère. Ça aussi, ça pose question. Et notamment, toute la station a été construite grâce à l'hélicoptère. Donc la grue, c'est l'hélicoptère. D'accord, voilà. Et on nous dit 2050, zéro émission. Comment on va faire? Non, mais tout était comme ça. On ne s'est pas fait très bien voir. Hein. C'était pas évident, quoi. Donc là, ce que vous voyez, c'est le premier bâtiment là, pardon, c'est le dortoir, ce qu'on appelle le dortoir hiver. C'est là où les hivernants vont être installés. Là, c'est des laboratoires. Là, c'est le séjour. Et il y a plein de passerelles, voilà, qui vont relier tous ces bâtiments. Toutes les fonctions sont séparées. On est vraiment un espace moderne, hein, avec la séparation des fonctions, mais lié à l'histoire de l'incendie, évidemment, et de toujours avoir un plan B et un plan C. Hein. C'est-à-dire qu'il y a trois plans possibles. Si jamais il y a un problème, il y a toujours du secours, puisque c'est inaccessible pendant de avril au mois de novembre, à peu près. Donc on est plus éloigné finalement que la station Mir. C'est plus facile d'aller sauver quelqu'un dans la station Mir que d'aller ici, mais on ne peut pas y aller, on n'y arrive pas. Donc c'est intéressant ces échelles, parce que c'est pas très loin, elle n'est pas très loin la station Mir en fait. Hein. J'ai peur de dire des bêtises, mais en tout cas c'est moins loin, c'est peut-être 600 km, je ne sais pas. Bon, à vérifier. Mais en tout cas c'est plus loin que du Mont d'Urville de l'Australie par exemple. Voilà. Et puis on voit, là, c'est les hangars qui vont stocker le -20, le +4, les légumes l'été, parce qu'il y en a, la congélation, etc., l'alcool. Ça, c'est la poste qui est là. Ça, c'est plutôt pour tout ce qui est chauffage, production d'énergie. Là, c'est des laboratoires de glaciologues, bon, etc. Et puis, c'est la piste que je vous montrais tout à l'heure, une partie de la piste du Lion, qui va devenir une piste logistique assez pratique avec tous les containers qui vont arriver là, qui vont se poser là, qui vont être dépotés là et qui ensuite vont permettre soit d'emmener à Dumont d'Urville, soit d'emmener dans les terres, donc dans la glace à Concordia, ce qu'il faut pour faire vivre cette station qui est franco-italienne. On partage avec les Italiens. Alors là, ça va être plutôt... donc je vais un peu vous montrer les différents outils. Il va y avoir la carto, voilà, mais il y a aussi les interviews. Donc ça, c'était les films d'autoconstructeurs que j'avais déjà fait. Bon, je fais du montage, voilà, j'ai monté des films. Bon, c'est toujours quand même un peu simple. Il ne faut pas que ce soit trop sophistiqué, pas trop d'effets.
Et là, donc, j'avais proposé d'interviewer les volontaires. Bon, il y a plein de protocoles, hein, parce que là, on est quand même... il fallait l'autorisation de l'Institut polaire, c'est des films que je ne peux pas vous montrer, par exemple. Bon, il y a tout un protocole qui sont des protocoles scientifiques, comme les sociologues ne peuvent pas montrer les vidéos qu'ils font sur place pour faire leurs enquêtes, etc. Donc tout ça, c'est très, très cadré. L'Institut polaire est hyper strict. Donc on a eu la chance de pouvoir faire ça, sauf qu'on ne peut pas exploiter ces films, on ne peut pas s'en servir. Mais en tout cas, c'était intéressant, c'était que des questions sur le bâti, la construction. On n'entend pas vraiment nos questions, c'est comment ils parlent de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, de comment la station devrait évoluer, etc. Donc ça, pour nous, c'était une bonne entrée en matière. Et puis, c'est une communauté, on était 80 personnes, et c'était quand même pas mal de... Voilà. Alors, il n'y a effectivement qu'une femme, hein, mais on était même pas 10 femmes sur 80. Voilà. Oui, ça fait 1 heure. Ouais, très bien. Je vais faire comme Paul. Non, ouais. Je ne sais pas comment je vais faire. Alors, on y va, on accélère. Je vais accélérer là. Les passerelles, pour que vous vous rendiez compte un peu comment sont les passerelles. Les photos par mauvais temps aussi, que je voulais montrer un petit peu. Et nous, ce qu'on va dire, c'est que ce qu'on va prôner, c'est de construire sur le construit. Donc ça veut dire quoi, construire sur le construit? Ça veut dire qu'il faut faire tous les relevés. C'est-à-dire qu'il faut savoir sur quoi on construit. Donc vous voyez un petit peu, suivant les fondations, les réseaux, ouais, on ne les a pas mesurés au mètre près, mais on les a quand même positionnés. Voilà. Et on va d'abord faire la carte avec les ornithologues. Donc j'ai pas mal travaillé là-dessus. C'est eux qui m'ont fait, ça n'avait jamais été fait ces cartes, à savoir par où les oiseaux partaient, suivant l'hiver, suivant l'été. Ça va donner des cartes comme ça. Donc ça c'est l'été. On a fait volontairement aussi des cartes englacées parce que ça n'avait jamais été représenté comme ça. Les plans, c'était des plans AutoCAD qui dataient de 2000, et avec plutôt l'île comme un objet, mais pas dans un contexte. Donc nous, on va tout remettre dans le contexte. Donc ça, je pense que c'est le rôle de l'architecte, c'est de recontextualiser son travail. Enfin, le lieu sur lequel on travaille. Je crois que je parle trop vite. Voilà. On va donc ensuite créer ces cartes, qui sont des cartes en fonction des animaux. On va juxtaposer hiver-été, mais pour voir où ils se situent, donc les squales, les manchots empereurs, les nids des adélies, etc. Je pense que vous reconnaissez la station en haut, hein, qui est pochée en noir. On a mis la glace, parce que les manchots empereurs sont sur la glace l'hiver, donc on l'a représenté. Et à partir de toutes ces cartes, donc de rendre visuel quelque chose finalement qui est transmis d'année en année, qui est dit, etc., mais qui n'avait jamais été positionné comme ça sur des cartes. Ça, je vais passer. Ce qu'on va proposer, c'est, à la suite des interviews et des cartos, on se rend compte, ça c'est ce qu'il y avait avant, c'est qu'il y a énormément de trajets de véhicules avec des bâtiments dans le sud de l'île. Et ce qu'on va proposer, c'est que toutes les parties du sud de l'île soient renaturalisées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'accès, ou si c'est des accès, c'est à pied, ou avec des pokas, ou des luges, mais c'est plus du tout avec les véhicules. Bon, donc ça, c'est sûr que c'est compliqué. Mais ça va être la proposition qu'on va faire. C'est-à-dire, ça, c'est la carte qu'on a fait au départ, avec donc à la suite de tous les interviews, avec tous les déplacements. Donc il y a l'hélicoptère, c'est ce qui est en bleu, en vert. Il y a les tracteurs, le bateau quand il arrive, etc. Et nous, on va proposer que l'hélicoptère aussi ne soit plus au cœur de la base, qui était là, au milieu de la station, qui posait quand même des problèmes de sécurité, d'inquiétude aussi chez les habitants, enfin les hivernants, et voilà. L'hélicoptère qui ne sert que l'été, pas l'hiver. Et on voit donc l'hélicoptère, c'est ce qui est en vert clair, là, comme ça, donc il ne survole plus du tout la base. Tout ce qui est en vert clair, plus clair, c'est les scientifiques ou les déplacements qu'on peut faire, mais sans véhicule, sans pollution. Et puis d'essayer de tout faire avec donc on le voit peut-être pas très bien là, mais essayer de voir si on ne peut pas installer un transport par câble, qui a été un peu la solution qu'on a proposée, pour pouvoir éviter l'hélicoptère et les allées et venues de l'hélicoptère pour faire le chantier. Voilà, je ne sais pas si vous repérez, c'est vrai que s'il n'y a plus qu'un quart d'heure. J'ai mis un avion aussi, parce qu'à un moment, ils voulaient peut-être qu'il y ait des petits porteurs qui reviennent. Bon, finalement, je ne suis pas sûre. Voilà, et on voit les passerelles aussi à pied. Et puis, on a superposé du coup les deux cartes, les cartes animaux et les cartes véhicules, transport. En parallèle de ça,
moi, j'ai quand même mon travail artistique que j'aime bien faire, et ça, je fais beaucoup de cartes comme ça, qui sont tous les déplacements qu'on a fait pour pouvoir faire comment dirais-je, ce diagnostic. Ouais, alors là, bon, bref, je vais passer. Alors après, c'est pour ça qu'on a appelé ça aussi high-low, c'est-à-dire qu'on va faire du relevé low-tech et on va faire du relevé high-tech. C'est-à-dire le but, c'est que le lab à Brest monte des maquettes en parallèle et que l'Institut Polaire puisse ensuite avoir ses maquettes. Alors, c'est pas au millimètre près, on est bien d'accord, hein, c'est à améliorer petit à petit, et voilà. Et on va faire un peu ces premières maquettes 3D posées sur le terrain. Je pense que, voilà. Et ça, c'est le projet qu'on va proposer. Alors, c'est dur de voir pour vous la différence, c'est pas à la même échelle. Mais ce qu'on va proposer, c'est les nouveaux bâtiments, c'est les bâtiments blancs, c'est de tout mettre sur les radiers existants. Sauf celui-ci, mais c'est dans un coin qui est très très anthropisé, déjà très abîmé, et même de construire par-dessus et de absolument pas créer ou très peu de surface supplémentaire. Alors qu'ils nous demandaient d'accueillir 20 personnes supplémentaires. Donc on était à la fois tiraillés entre accueillir plus de monde. À un moment on a dit mais si on était tous en tente, pourquoi pas, il y a les Anglais qui font ça. Non, ce qu'on veut, c'est présence française. Bon, ok. Voilà. Et donc, il y a eu tous ces tiraillements et ces contradictions. Et je pense que c'est pour ça que l'étude, pour l'instant, voilà, il va falloir que ça avance. Je ne sais pas trop comment. Mais beaucoup de contradictions. Je suis obligée de faire des choix. Ça, c'est les relevés de Jérôme Guénaud. Moi, j'étais qu'à l'autre bout du fil et je donnais les cotes. Bon, il était un peu sourd, donc parfois c'est un peu compliqué. Et avec le vent, mais ça va mieux maintenant. Et on fait des carnets de calque, voilà. Et on fait ces relevés sur des carnets de calque. Ça, je l'avais déjà fait, mais pour un travail artistique, pour faire des dessins d'animation. Et on l'a repris, nous, pour faire les relevés. Et puis, on va retomber, je vais aller vite, hein. On va tomber sur ces bâtiments que j'avais mis dans l'agence internationale pensant que je ne reviendrai plus. Voilà, ces petits bâtiments-là. Et on va se retrouver là, en tant qu'architecte, à faire des diagnostics sur ces bâtiments de l'Agence internationale. Donc une sorte de mise en abîme. Je me suis moi-même mise en abîme, finalement. Et je me suis retrouvée dans la réalité de ma fiction à relever ces bâtiments-là donc, avec Jérôme, qui sont classés, finalement, monuments historiques. Voilà. Donc je vais un petit peu vite, hein. On l'a trouvé dans cet état-là. On a travaillé avec un menuisier, un charpentier, avec du matériel qu'on a récupéré, qu'on a trouvé. Et en même temps, on a réussi à convaincre le préfet, la préfète qu'il fallait faire quelque chose maintenant, sinon elle allait disparaître. Donc c'est aussi l'architecte dans l'urgence, qu'est-ce qu'il peut faire ? Et ben, c'était des paplards pour le préfet et les décideurs, par exemple. Voilà, le menuisier, le charpentier, ils étaient là pour... Nous, on a cassé la glace parce qu'on les a laissés faire et nous, on cassait la glace. Bon, voilà. Et voici les fameux bâtiments. Donc, j'avais peur qu'on n'ait pas le temps de les voir. De Bodianski. Voilà. Hein, donc, qui est Bodianski ? Donc, c'est lui qui a créé l'ADBAT avec Le Corbusier. Voilà. Avec Marcel Lotz. Il a fait, par exemple, la Cité de la Muette à Drancy. Et en 1945, il fonde l'ADBAT avec Le Corbusier. Il va faire après l'ADBAT africain, parce qu'ils ne vont pas tous s'entendre. Enfin, ça va être un petit peu compliqué avec Candilis et Woods. J'ai pas voulu vous montrer dans les archives, j'ai retrouvé un projet Candilis et Woods pour la station du Mont-d'Urville, qui n'a pas été faite, qui est hyper intéressante, mais là, il faudrait qu'on fasse toute une conférence que là-dessus. Et puis, ils sont un peu frités, de toute manière, avec l'Institut Polaire, Paul-Émile Victor, tout a toujours été un peu compliqué, nous, ça n'a pas été simple non plus. Voilà. Et finalement, celui qui a récupéré, c'est qui ? C'est l'ingénieur. Donc, Vladimir Bodianski, et donc, qui a fait des dessins pour ces bâtiments, mais très léger, vous allez voir. Voilà. Et ensuite, c'est une femme. Alors, je vous les montre aussi par mauvais temps. Hein. Voilà. Donc, on voit bien que les niveaux changent, que les repères changent, que l'appareil photo n'y arrive pas non plus. Voilà. Même du Mont-d'Urville voilà, est glacé. Voilà. Et la particularité, et qui était très intéressante, très intelligente, c'est que c'est une forme d'exosquelette. Donc, c'est 62, comme ça. Une sorte d'exosquelette comme ça qui est fait avec ces portiques et c'est comme des pins de planche à voile, sauf qu'ils font 5,5, je crois à me souvenir. Voilà, donc ça vibre, on entend tout ce qui se passe dehors. Les conditions thermiques aujourd'hui, enfin, sont plus valides du tout. Et donc avec Christiane, je vais faire un interview de Christiane Gillet, qui est quand même un phénomène, hein, qui est une ingénieure aéronautique et qui s'est retrouvée comme ça, emploi. Voilà, chez Paul-Émile Victor à Paris, et puis voilà.
Donc elle y allait, elle, très peu, parce que les femmes n'étaient pas autorisées, n'y allaient pas. Elle était la seule qui a dû y aller 1 ou 2 fois à l'époque. Et voilà les destins de Bodiansky, et voilà les dessins de l'entreprise, voilà, qu'on a retrouvés aussi, et les dessins des fenêtres, voilà, qui sont assez intéressants, et des portes aussi, qui sont comme des portes de frigo, de bateau, hein, qui sont complètement étanches. Voilà, ça je passe. Et puis on va du coup dessiner finalement toutes les couches qui vont être rajoutées après, parce que les toits étaient plats, parce qu'il n'y avait pas de pluie à l'époque. Et la pluie est arrivée, et maintenant il y a énormément d'infiltration, puisque l'eau ne s'écoule pas. Donc ils ont mis des bardages par-dessus, sauf que tout ça, ça rentre à l'intérieur, la glace elle rentre, l'eau elle rentre, ça éclate en fait le métal, et ça bousille en fait les bâtiments d'en dessous. Donc ce qui est quand même très très difficile comme diagnostic à annoncer et à dire, c'est que tout ce que vous avez fait là tout ça, ça met en péril le bâtiment. Donc on ne s'est pas fait encore très, très bien voir, mais à notre avis, il faut tout enlever. Mais alors tout enlever, ça veut dire qu'il faut tout ramener. Enfin voilà. Donc, mais on trouvait que c'était utile de montrer ces décompositions-là. Ça, je suis désolée pour le flou là-haut, mais on n'a pas trouvé c'était trop lourd, sinon si je mettais un autre format. Voilà. Et donc ça va être aussi de décomposer tous les bâtiments, à la fois sur le sol, le relief, pour pouvoir faire le projet. Et donc petit à petit, ce qu'on va tenir, nous, par rapport au bureau d'études, c'est leur dire, nous, ce qui est important, nous, on ne veut pas tout habiller, parce que l'histoire, c'est de tout habiller. Non, il faut qu'on garde ces squelettes. C'est quand même ça l'écriture de Bodiansky. Après, que les panneaux ils soient en bois, qu'ils soient en polyester, finalement, on s'en fout. Il aurait mis du bois s'il avait fallu mettre du bois, en fait, à l'époque. Donc voilà. Et donc, on va proposer, donc ça va aller jusqu'aux détails techniques, quand même, avec du foam glass, donc vous voyez un peu ce que c'est, hein, c'est de l'isolation en verre cellulaire. La paille, tout ça, on oublie, hein, c'est même pas la peine, puisqu'il y a des graines, on ne peut pas amener tout ça en Antarctique, enfin, ça limite quand même très très vite les matériaux. On va travailler aussi sur le fait de pouvoir découper soi-même sur place avec les CNC pour qu'il y ait le moins possible de pièces détachées, donc c'est ce qu'on a proposé. Hein, on n'a plus de poignées, on n'a plus de... Tout est découpé finalement dans le bois, donc ce qui est intéressant parce que ça intéresse beaucoup les jeunes, notamment, qui sont assez habiles là-dessus. Et puis, et là je trouvais que c'était intéressant, j'ai bientôt fini, c'était de se dire comment, en quoi la rénovation énergétique a une influence sur le plan masse. Ben là, on l'a découvert en faisant ce travail, c'est-à-dire qu'en épaississant dans certains bâtiments l'isolant pour pouvoir avoir quand même 20 degrés, enfin nous on voulait même descendre à 18, descendre en dessous, c'est encore discutable hein, de descendre, et ben les hauteurs sous plafond baissaient, donc à un moment la solution c'est de dire ah ben oui, ben on le démolit puisqu'on n'a plus la hauteur habitable possible. Et là, nous, c'était de dire ben non, les boulons, par exemple, ils n'ont pas besoin d'être chauffés comme les humains. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas déplacer les fonctions, c'est-à-dire mettre en fonction de ce qui est chauffé suivant les périodes, pour pouvoir garder ces bâtiments. Donc, c'est intéressant parce que du coup, l'architecte, ce qu'il veut, ça change les choses, parce que nous, ce qu'on veut, c'est garder ces bâtiments, d'une certaine façon. Et donc, c'est de re-questionner, finalement, le plan masse, les usages et le programme. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cette carte aussi, qui montre qui est-ce qui est chauffé l'hiver et qui est-ce qui est chauffé l'été. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de grande différence entre ce qui était chauffé l'été et l'hiver, alors que l'été, il y a 80 personnes et l'hiver, il n'y a plus que 20 personnes. Donc là, pareil, cette histoire du chauffage et de qu'est-ce qu'on chauffe va changer l'organisation du projet. Et donc j'aime bien montrer ça parce que il va falloir qu'on montre du neuf de toutes les façons, puisqu'il fallait qu'il y ait des projets neufs, puisqu'ils voulaient augmenter. Et là, ce que j'adore, c'est que je critique au début les projets que je vous ai montrés des années 60, et puis finalement, on finit par construire sur le construit, mais par faire aussi des bâtiments qui font, c'est du talon, c'est TGV, c'est un TGV, c'est un corail, enfin, on est dans toute cette esthétique-là, complètement 20e siècle, et finalement se rendre compte que les contraintes, finalement, nous amènent à ce type de bâtiment, entre les congères, je ne vous ai pas raconté tout ça, mais la neige qui s'accumule avec le vent, etc. En revanche, ce qu'on fait, c'est qu'on se met au-dessus de ce qui est déjà là. On refait des fondations, là c'est sûr. Donc ça, c'est le seul bâtiment vraiment très très neuf, voilà, qui est le bâtiment des hivernants et de l'hivernage. Donc là, c'est ce qui sera chauffé l'hiver.
Et en dessous, on le voit, l'isolant est beaucoup plus fin. Et c'est là que sera plutôt le stockage voilà, de matériel, de boulons, de choses comme ça qui n'ont pas besoin d'être chauffées. Le plan masse. Voilà. Et là, par exemple, dans cette partie-ci, on garde tous les radiers. Donc, je ne sais pas si vous voyez, des sortes de gros radiers en béton. Et là, on va agrandir et modifier un bâtiment avec ce même système. Hein. Donc, en fait, c'est en bois, c'est un système d'ossature en bois avec un isolant. Alors, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, donc mais je peux vous les montrer, je crois qu'ils sont après. Et c'est une couverture inox. Donc, tout ça, ce n'est pas écolo non plus. Hein. Donc, vous voyez, donc on s'est retrouvé à quel matériau mettre. L'inox, c'est parce que ce n'est pas attaqué par la glace, en fait, qui, avec le vent, c'est comme du sable, ça fait un sablage. Et c'est pour ça que les bâtiments de Boltanski sont en péril aussi, c'est qu'on arrive à l'isolant avec le sablage. Donc là, le polyester est en train de partir, donc ils sont en train de coller dessus une sorte d'alu-cobon par-dessus pour éviter, mais c'est de la décoration, quoi. Et là, pareil, il y a déjà des containers, il y a déjà une plateforme, c'est déjà anthropoisé, et on rajoute, donc ça, ce sont des laboratoires hein, qui sont là, et qu'on rajoute aussi voilà, par-dessus. Et assez haut, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que la neige s'accumule, sinon on va faire la même chose. Ça va péter et ça va s'accumuler. Donc il y a un essai en soufflerie qui serait à faire dans le futur, notamment pour le grand bâtiment qui est là, pour être sûr qu'avec le vent, la neige part, ne s'accumule pas et ne devient pas de la glace. Et puis l'intérieur. Alors c'est vrai que je ne vous ai pas montré les intérieurs récents pour qu'on puisse comparer. Voilà. Et tout ça est faisable sans grosse entreprise. Je crois que ça va être un peu la conclusion, peut-être un peu de la fin aussi, de dire que c'était comment on arrive à faire ça avec transport par câble, éventuellement comment on appelle ça, une petite grue portable. Donc ça, ça aurait été la prochaine phase là, si on continuait. C'est d'essayer de voir comment on fait pour éviter l'entreprise privée qui va venir tout construire clé en main, qui était un peu le rêve de certains de nos commanditaires. Et nous de dire, ben non, il y a un compagnonnage qui est là, et je pense que c'est le rôle des architectes, voilà, de travailler avec les artisans et de maintenir les savoir-faire des artisans, et de dire ce compagnonnage, il pourrait être possible, il pourrait continuer, et on pourrait travailler avec les salariés qui viennent régulièrement, et les hivernants, et les, comment dirais-je, les campagnards d'été, on les appelle, c'est-à-dire ceux qui viennent pour 6 mois. Donc l'histoire était de faire, même si ça paraît grand, avec plein de petits modules, voilà. Mais peut-être de ne pas faire, ce sera peut-être le mot de la fin, de ne pas arriver avec des containers vides sur des énormes navires qu'on va poser, parce que c'est ça quand même hein, qui s'opposait à notre travail. On met des containers, on fait une plateforme, on met des containers, c'est génial, c'est lourd comme c'est pas permis, ça arrive vide. Voilà. Nous, c'était plutôt, ça arrive en planche, à plat, ça prend moins de place, et là, on rejoint quoi? Le plan qu'avait fait Jean Prouvé, par exemple, pour montrer comment son pavillon rentrait, par exemple, dans un container. Voilà. Et ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a retrouvé aussi des plans de Jean Prouvé, mais que j'ai pas montré là. Voilà, qui avait étudié avec Woods et Josy Candilis cette première base qui n'a pas été acceptée en fait. Voilà. Donc voilà. Et si ça vous intéresse, il y a AMC le Moniteur, le numéro 305 de mai 2022, un article de Anne Bertocci qui a fait un article de pas mal de pages sur la station et qui explique peut-être de façon plus synthétique notre travail. Voilà. Et puis il y a eu des expositions aussi qu'on a fait dans les CAUE, dans les maisons d'architecture, qui est une exposition qui est chez moi maintenant, qui pourrait tourner d'ailleurs. Je suis en train d'y penser en le disant. Bon, il faudra qu'on en reparle. Bon voilà, sur la station. Et voilà. Et si vous voulez aussi, il y a la conférence qu'a faite Jérôme, alors là qui est très très technique, qui était à l'école d'archi. Il a dû parler, elle dure peut-être 2 heures. Hein, qu'à des étudiants d'architecture et qui est en ligne. Donc il faut que vous alliez sur le site de l'école d'architecture de Marseille, parce que Jérôme enseigne à l'école d'archi de Marseille, a travaillé pas mal à Nice avec ses étudiants d'ailleurs aussi, avec bonheur. Et vous aurez, voilà, donc plus d'informations encore sur comment on a travaillé. Voilà. Et une petite photo de nuit, c'est quand même pas mal. Donc voilà. Je ne sais pas si ça a été très clair. Mais...